bonjour Sylvie, bonjour Alain, bonjour Nicolas, bonjour à tous les participants de cet atelier. Alors nous sommes encore en format webinar et on espère reprendre bientôt les événements en présentiel, donc dès que la situation le permet. Donc on va aborder aujourd'hui les normes comptables versus les normes prudentielles, quelle évaluation du risque. Alors on avait organisé en mai dernier un événement sur les non-performing loans et le retour de risque. Et parmi les interventions, il avait été évoqué, donc parmi d'autres problématiques, les frottements entre règles comptables et normes prudentielles, et notamment sur le backstop prudentiel et les règles de provisionnement. Et donc on a pensé que ce sujet de traitement comptable des opérations versus les exigences prudentielles méritait d'être abordé donc, et de faire l'objet d'un atelier au moment de l'implémentation des normes IFRS par les banques et les banques assureurs et les réformes d'ampleur qui sont en cours comme donc, la réforme de Bâle 3 ou Solvency 2. Donc au-delà des prêts non performants et du niveau des fonds propres, ces normes impactent également les méthodes de consolidation et les calculs d'ajustement et de valorisation. Donc l'enjeu pour les établissements financiers, les régulateurs et les superviseurs est d'avoir des règles comparables, donc un level playing field, pour une bonne évaluation des risques. Et donc c'est ce qu'on va évoquer dans ce webinaire. Donc pour débattre de ces normes comptables et prudentielles interviendront Sylvie Miette, associée chez KPMG, qui fera un rappel du cadre en vigueur et qui évoquera les perspectives d'évolution. Ensuite, Sylvie Marchal, responsable des affaires comptables à la CPR, donnera le point de vue du superviseur des banques et des assurances sur l'articulation de ces normes. Puis Nicolas Patrigot, directeur des normes comptables et prudentielles du groupe BPCE, mentionnera des cas d'usage d'un établissement bancaire. Et enfin, Alain Laurin, Associate Managing Director institution financière chez Moody's, qui évoquera l'impact des normes sur l'appréciation des risques et la notation des établissements financiers. Et on aura en fin de webinaire une séance de questions-réponses. Sylvie, je vous donne la parole. Alors, on a une caméra qui est allumée, là, Frédéric Edel. Est-ce que vous pouvez éteindre votre caméra? Ah, merci. Voilà, bonjour à tous. Je vais partager mon support. Est-ce qu'il apparaît bien pour vous? Alors, est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous pouvez le mettre en format panorama? Je pars. Pardon. C'est en train de... Ouais, très bien. C'est bon, vous le visualisez? Bon, parce que dites-moi si à un moment donné ça saute, hein, parce que je ne vois pas du coup. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais la connexion sautait. Voilà, donc bonjour à tous. Hein, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet qui n'est pas que l'apanage d'experts. Hein. On va ce matin évoquer les normes comptables et prudentielles avec tout ce qui les caractérise, c'est-à-dire de la complexité, du foisonnement, des changements et puis des évolutions régulières comme vous le constatez tous les jours
en tant que banquier. Alors, c'est certes un sujet technique, mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de se perdre dans l'expertise technique, mais plutôt de réfléchir ensemble aux enjeux clés que cela pose, parce que l'information relative à la performance et à la mesure des risques est communiquée au marché et aux superviseurs, et bien, se base sur ces deux référentiels. Donc, la bonne compréhension de ces référentiels et de leurs différences est un enjeu clé. Alors, je vous propose de commencer par un rappel du panorama et d'abord du cadre réglementaire de la supervision prudentielle. Alors, bien sûr, comme vous le savez, la supervision, le mécanisme de supervision unique est le premier pilier de l'union bancaire, qui a pour but de consolider le système bancaire européen par une supervision cohérente, confiée de manière directe et indirecte à la Banque centrale européenne. Donc, depuis 2014, le MSU repose sur une supervision intégrée des établissements de crédit de la zone euro. Et ce système permet à la BCE et aux autorités nationales de contrôle, comme la CPR bien sûr en France, d'assurer un contrôle plus cohérent et plus fin du système bancaire européen. Alors, bien sûr, la réglementation est désormais largement commune pour l'ensemble de l'Union européenne avec CRD4, CRR, CRT5, pardon, CRR2, les règlements délégués de l'EBA, mais la supervision unique s'exerce sur la zone euro. Alors, les objectifs du MSU, ils sont assez clairs, c'est d'assurer la sauvegarde et la solidité du système bancaire européen, de renforcer l'intégration de la stabilité financière et puis de garantir la cohérence de la supervision bancaire. Alors, les banques, elles opèrent, vous le savez, dans un cadre réglementaire qui est précis. Ce cadre, il fixe les obligations prudentielles des banques soumises à la supervision de la BCE, et il se compose du droit bancaire général de l'Union européenne assorti d'actes juridiques plus spécifiques de la BCE. Et donc, on a à côté le cadre réglementaire de supervision prudentielle qui a été institué au travers de règlements, directives et tout un corpus réglementaire unique qui s'est consolidé, étayé ces dernières années autour du corpus réglementaire unique EBA de niveau 2. Et donc, la déclinaison de l'ensemble des directives, des règlements, se traduit par des normes techniques, des orientations, des recommandations, des avis. Et ces textes de niveau 2 et 3 vont porter sur des domaines tels que les fonds propres, la mesure du risque de crédit, de marché, le redressement, la résolution, la gouvernance, la déclaration d'information. On le voit, ça couvre un périmètre relativement large. Alors justement, ces normes prudentielles, elles ont sensiblement évolué au cours de ces dernières années. En complément des textes de niveau 1, qui sont directives, règlements, on a le BA qui a décliné ces dernières années leurs modalités de mise en œuvre. Et force est de constater que l'activité de l'EBA n'a pas cessé de faiblir ces dernières années et que ça va se poursuivre, comme en témoigne la feuille de route de l'EBA qui a été publiée fin 2021 pour l'année 2022. Si l'on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le socle prudentiel initial qu'on a matérialisé là, en violet sur le schéma de droite, s'est constitué autour d'exigences clés pour les banques, à savoir le risque de crédit, les grands risques, les fonds propres prudentiels. Et pour quelles raisons tout ça s'est constitué? Parce qu'on a eu, en complément de ce socle prudentiel initial, des évolutions plus récentes qui sont apparues et on a matérialisé sur le schéma en bleu ce qui nous paraissait être plus nouveau par rapport au socle, je dirais, de base, avec la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique et toutes les exigences liées au MREL et au TILAC. On a aussi l'apparition de nouveaux risques, comme le risque IT, en lien avec la digitalisation des opérations, et aussi tout ce qui a trait à la résilience opérationnelle avec les nouvelles réglementations DORA-MiCA. Et enfin, la prise en compte aussi du risque ESG, qui est un autre exemple plus récent de l'extension des normes prudentielles et de leur périmètre.
Alors, en parallèle, donc on a donc, des nouveaux sujets qui font l'objet de normes prudentielles et on constate également l'évolution du corpus classique prudentiel avec notamment la finalisation de Bâle III qui amène à revisiter les mesures de risque et la publication qu'on a eue fin décembre du projet CRR3 CRD6 qui rebat les cartes des méthodes de calcul du risque opérationnel, du périmètre d'application des méthodes IRB pour le risque de crédit et va mettre en place un output floor. Donc, c'est quand même des changements majeurs sur le socle prudentiel initial. Alors, ce qu'on constate, c'est que ça devient de plus en plus compliqué pour les banques. D'abord, de suivre ces évolutions prudentielles et de s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette dans la veille prudentielle et réglementaire réalisée par ces établissements et s'assurer aussi que toutes ces normes sont prises en compte dans leur ensemble et qu'on a bien identifié tous les effets de bord qu'elles pourraient avoir sur une norme voisine. Et on constate que ça nécessite de plus en plus de transversalité, car les normes touchent des sujets tels que les risques, la finance, la comptabilité, la conformité et maintenant la RSE, et qu'on a besoin de toutes ces compétences pour en comprendre l'intégralité des enjeux. Donc voilà, deux problématiques de trous dans la raquette, se doter d'un dispositif pour éviter de louper une évolution et puis de mettre en place une vision très transverse des évolutions réglementaires à chaque fois que l'une se profile. Alors, je voulais partager avec vous deux analyses qui me paraissaient intéressantes. Le comité de Bâle suit au plus près la transposition au niveau international des nouvelles normes. Parce que la question là est de savoir est-ce que le terrain de jeu est le même pour tous au niveau international. Et c'est un enjeu fort pour les banques qui opèrent sur un périmètre international et pour les filiales de banques françaises qui sont en concurrence dans certaines juridictions avec des banques locales soumises à d'autres exigences réglementaires. Donc, les normes prudentielles nécessitent donc une transposition par juridiction et ces travaux ne sont pas toujours synchrones, ce qui fait qu'on atteint quelques distorsions. Ce graphique sur la droite qui est à date de 2020 montre, parmi les évolutions plus récentes, je dirais, que sur le LCR, qui certes est en œuvre depuis 2015, on a une évaluation de 100% selon le comité de Bâle de leur transposition. En revanche, pour des évolutions telles que la méthode SACCR sur le risque de contrepartie, l'évaluation de la liquidité moyen terme, c'est-à-dire le NSFR, là on est plutôt autour de 80% de mise en œuvre, toutes juridictions confondues. Et sur le TILAC, qui sont des évolutions plus récentes en matière de résolution, on est, voilà, grosso modo, un petit peu à moins de 70% de finalisation de la transposition. Donc, ça montre qu'il y a quand même un gap encore dans certaines mises en œuvre au niveau international. Deuxième analyse que je souhaitais vous partager. Alors, c'est extrait d'une infographie qui est disponible sur le site du comité de Bâle. C'est juste un snapshot du focus en exigence en capital, mais l'analyse du comité de Bâle est plus large et c'est assez intéressant de voir où en sont l'ensemble des juridictions par thématique. Donc là, j'ai sélectionné pour vous les méthodes de mesure en fonds propres, avec une évaluation faite par le comité de Bâle au 30 septembre 2021 du rythme de transposition de la réglementation. Et donc, on voit en effet l'Europe est plutôt bonne élève avec une adoption complète du corpus réglementaire et des différences dans certaines juridictions. Je mettrai peut-être le projecteur sur la Chine, c'est l'acronyme CN, où là, on voit qu'on n'est clairement pas dans le même niveau d'avancement comparé à l'Europe et même aux États-Unis, vous voyez qu'il existe des écarts dans la transposition de certaines réglementations, notamment celles relatives au fonds pour EIF et aussi pour tout ce qui a trait à la titrisation, c'est l'acronyme SEC. Voilà, donc je ne l'ai pas mis là aussi,
sur ce slide, mais intéressant aussi de regarder sur la partie disclosure, c'est-à-dire le pilier 3. Il y a eu des gros travaux à mener, comme vous le savez, d'homogénéisation de l'information à communiquer au marché, de l'information prudentielle à communiquer au marché. Et là aussi, on constate encore aujourd'hui des distorsions dans la mise en œuvre, disons une désynchronisation en fonction des juridictions. Alors maintenant, intéressons-nous au plan comptable. Et je voulais revenir quelques minutes sur le cadre de normalisation et de supervision comptable tel qu'on le connaît. Donc, comme vous savez, on a plusieurs instances normatives qui opèrent au niveau international, européen et français. Alors, on a l'IASB dont la mission est d'élaborer les normes comptables internationales et de promouvoir l'utilisation des IFRS au niveau mondial et puis d'émettre des interprétations. Et on a l'IFRIC, l'International Financial Reporting Interpretation Committee, qui va élaborer des interprétations des normes IFRS pour assurer une application homogène de ces normes et y apporter les précisions ou les solutions à des problématiques pratiques qui se posent. Au niveau européen, on est doté de l'EFRAG, qui est composé d'experts issus du secteur privé, public, d'analyse, d'auditeurs aussi, de représentants d'entreprises. Et le rôle de l'EFRAG est de fournir à la Commission des avis concernant l'adoption et l'interprétation des normes internationales, des normes IFRS. Et l'objectif est de aussi être moteur dans des suggestions d'amélioration des normes et aussi de vérifier leur mise en œuvre effective pour que ça soit pris en compte par l'IASB. Alors, il y a un accord qui a été signé entre la Commission européenne et l'EFRAG et qui matérialise cette compétence sur l'analyse des problématiques comptables avec un rôle de conseiller auprès de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment un rôle de promotion de la voie européenne au sein des instances internationales. Et puis enfin, chaque juridiction a sa propre autorité de normalisation comptable. En France, c'est l'ANC qui établit les normes comptables privées et qui coordonne l'ensemble des initiatives, notamment sur le corpus comptable local. Alors, en matière de supervision du respect des normes comptables, eh bien, on a l'ESMA et l'AMF qui sont les superviseurs français et européens des marchés financiers. Donc, ce n'est pas leur seul mandat. Leur mandat est beaucoup plus large, évidemment. Et c'est bien de surveiller la qualité de l'information qui est fournie aux marchés et aux investisseurs. On a l'ESMA qui a communiqué sa feuille de route en fin 2021 avec des ambitions assez larges sur évidemment le développement de l'Union des marchés des capitaux, sur la promotion des enjeux ESG et l'appréhension des évolutions technologiques. Et en matière de supervision, leur ambition pour cette année 2022 est de contribuer à la convergence de la supervision, notamment de la supervision directe et de poursuivre la rédaction des normes autour de ça. Donc, on a en effet l'ESMA et l'AMF qui sont associés aussi aux travaux d'études et de préparation de projets et qui veillent à la bonne application des normes avec, le cas échéant, un pouvoir de sanction lorsque peut être constaté un manquement. Donc, je note juste que ni la BCE ni la CPR n'ont a priori de mandat sur l'élaboration de ces normes comptables, même si en pratique, on constate que le superviseur, dans le cadre de son mandat de supervision des banques, il porte de plus en plus d'attention. Et je laisserai Nicolas détailler sa position de banquier et ce qu'il voit concrètement en termes de position comptable. Alors, les normes comptables ont également évolué ces dernières années. Mais alors, c'est vrai qu'on a eu IFRS 9 et maintenant IFRS 17 qui sont des changements majeurs. Néanmoins, dans l'ensemble, le cadre normatif comptable
présente une plus grande stabilité par rapport à l'évolution des normes prudentielles. On a toute une série de normes qui, depuis 2018, est en train ou va rentrer en œuvre. Hein. J'ai cité IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 et maintenant on est sur IFRS 17. Mais on voit que cette relative, bon, on a donc une relative stabilité avec une activité également soutenue de l'IFRIC pour interpréter ces textes et fournir une aide à la mise en œuvre opérationnelle lorsque des questions d'interprétation se posent. Donc, il y a également des travaux post-implémentation réalisés par l'IFRIC, et notamment pour proposer des améliorations de ce corpus normatif, faire une revue critique, enrichir les textes comptables. Et troisième évolution, l'information extra-financière, bien sûr, avec des travaux en cours au niveau de l'EFRING et du nouveau ISSB, hein, pour proposer des standards de l'information extra-financière. Mais le message que je voudrais passer ici, c'est que finalement, on a un foisonnement peut-être un petit peu moins grand côté comptable, avec une activité qui reste, voilà, somme toute, plus mesurée. Donc, le corpus comptable évolue, mais moins rapidement que la sphère prudentielle. Et l'enjeu maintenant tourne essentiellement sur l'extra-financier dans les prochains mois. Alors maintenant qu'on a campé un petit peu le décor hein, entre le corpus normatif prudentiel et le corpus normatif comptable, je voudrais mettre le projecteur sur une sélection hein, de quelques différences importantes dans les méthodologies de mesure des risques. Et bien sûr, tout cela sera développé par les interventions de Sylvie et Nicolas après moi. Premier point important, c'est le périmètre. Et comme vous le savez, sur le périmètre prudentiel, l'activité d'assurance est mise en équivalence, alors que sur le périmètre comptable, on intègre globalement toute l'activité d'assurance. Donc ça, c'est quand même somme toute majeure. Sur le plan prudentiel, l'activité d'assurance est couverte au travers des exigences Solva 2 et donc une mise en équivalence de l'activité dans le groupe bancaire, je dirais, suffit aujourd'hui à ce pilotage-là, mais on voit que ça peut poser des problématiques et on le voit aujourd'hui dans le cadre des indicateurs et des métriques ESG qui remettent ce sujet sur la table. Quand on considère les fonds propres, on a une grande différence entre les fonds propres comptables et prudentiels dans une logique de prudence, hein, avec au niveau prudentiel la déduction de certains éléments qui sont reconnus en comptabilité. Je pense notamment au goodwill, aux immobilisations incorporelles qui sont déduits des fonds propres, et puis le rajout des coussins prudentiels au titre du risque systémique, au titre aussi du risque de procyclicité. Donc tout ça, tous ces coussins viennent finalement rajouter un montant complémentaire des fonds propres comptables. Et puis sur le risque de crédit, je laisserai Sylvie le détailler tout à l'heure, on a en effet des méthodologies qui répondent à des objectifs différents avec des méthodes de calcul des probabilités de défaut, des pertes en cas de défaut, même aussi du périmètre des expositions au défaut, qui sont différents, avec deux logiques qui n'ont pas la même philosophie, je dirais, et des dispositions transitoires qui ont été mises en œuvre par le normalisateur prudentiel pour finalement étaler l'impact de l'augmentation des dépréciations IFRS 9 sur les fonds propres, lorsque l'augmentation des dépréciations comptables pourrait être jugée trop importante, et donc on a quand même eu cet effet rétroactif de pouvoir ne pas prendre en compte pleinement les augmentations des provisions IFRS 9 sur le prudentiel. Donc ça, c'est très important de bien les comprendre, parce que finalement, c'est un enjeu de communication important et un enjeu de transparence de l'information publiée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est remonté par les banques? D'un côté, il y a toute l'information communiquer aux superviseurs sur leurs mesures de risque, notamment au travers du reporting COREP, qui là n'est pas une information publique, qui est envoyée au travers des reportings directement aux superviseurs. À côté, en parallèle, on a une information communiquée aux investisseurs au travers de ce qu'on appelle le pilier 3,
Donc le pilier 3, c'est tout le cadre de gestion des risques qualitatifs et aussi la mesure du risque quantitatif, qui est celle communiquée dans le reporting correct. Donc ce sont les mêmes éléments quantitatifs, mais qui vont être publiés dans un autre format, aujourd'hui normé depuis la mise en place de CRR2 et des évolutions autour du pilier 3. Côté communication comptable, les établissements publient dans leurs documents URD énormément d'informations, et notamment les états financiers, les notes annexes, le rapport de gestion, qui sont basés sur le référentiel comptable, avec un pont trouvé sur deux normes, IAS1 et IFRS 7, puisque certaines informations sur les risques demandées au titre d'IFRS 7 et d'IAS1 sont communes au pilier 3 et à l'URD. Donc cette information, elle est à regarder avec attention, et aussi pour les investisseurs, ce qui est important, c'est de mesurer celle soumise au mandat du commissaire aux comptes. Comme vous le savez, toute l'information comptable est soumise au contrôle des CAC, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France de l'information prudentielle, hein, contrairement à ce qui peut se faire dans d'autres juridictions, même en Europe, y compris en Europe. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que certaines banques incluent les informations de nature comptable dans le chapitre pilier 3 et vont faire une référence croisée dans leurs notes aux états financiers avec les sections pilier 3 concernées. Et certains établissements précisent bien aussi la mention auditée en tête du chapitre ou devant le tableau pilier 3 concerné pour bien distinguer les informations au sein de pilier 3 qui ont fait l'objet d'un contrôle externe versus celles qui ne sont pas soumises aux mêmes exigences. Donc c'est important d'être bien conscient de ces dispositions. Et pour le lecteur des états financiers, voilà, ça nécessite quand même une bonne expertise pour décrypter à la fois les différences et la qualité, je dirais, de l'information qui est proposée. Donc sur le plan opérationnel, la coexistence de ces deux référentiels est source de complexité, hein, vous l'imaginez bien et vous le vivez hein, en tant que banque, des difficultés déjà d'interprétation normative dès lors qu'une nouvelle norme est produite, une complexité dans les process de production et de réconciliation pour assurer la cohérence de ces deux référentiels, et des enjeux de clarté et, je dirais, d'information qualitative pour bien expliquer dans le pilier 3, dans l'URD, la construction de ces différents chiffres qui obéissent à des référentiels différents. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution, notamment sur le plan prudentiel, et est-ce que la finalisation de Bâle 3 va réduire l'écart? Eh bien, la réponse semble être plutôt non. Je prendrai juste deux exemples hein, pour illustrer mon propos. Dans le projet de texte CRR3, publié fin décembre et qui vise à transposer en Europe la finalisation de Bâle 3, on a deux changements majeurs qui vont plutôt creuser l'écart avec le dispositif comptable. On a par exemple sur le risque de crédit, il ne sera plus possible d'utiliser les approches modèles internes sur une certaine catégorie de portefeuille, notamment le corporate. Et donc, alors qu'on va côté comptable se baser sur les modèles pour les projections de calcul des dépréciation. Alors même si les méthodes sont différentes, voilà, on va quand même avoir d'un côté une approche standard sur ces portefeuilles versus des approches modèles conservées dans le référentiel comptable. Et puis, l'autre évolution majeure qui me semble créer un écart, c'est l'output floor, qui va mettre en place donc un seuil maximum au-delà duquel on ne pourra plus fonder les calculs de RWA sur les modèles internes, mais ils seront florés au montant calculé à partir de la méthode standard. Donc là aussi, on va finalement venir apporter davantage une moins grande sensibilité au risque par l'adoption de cet output floor.
Donc finalement, ces deux changements méthodologiques sont assez clés et reposent le sujet de l'interprétation, de l'explication qu'il va falloir fournir au marché, puisque les mesures de risque vont changer à horizon 2025. Ce n'est pas immédiat, bien sûr, la finalisation et la transposition de BAL 3 en Europe, mais il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie pour anticiper les impacts sur les mesures de risque liées à ce changement de référentiel prudentiel. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce panorama et la présentation des problématiques que soulèvent ces deux référentiels. Et je vais laisser la parole à Sylvie Marchal qui va nous donner le point de vue du superviseur et puis vous expliciter plus précisément sa vision. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, super. Donc, je vais partager mon écran alors. Madame Miette, du coup, voilà, super. Oui. On voit très bien vos slides, Sylvie Marchal. Magnifique. Alors, du coup, je démarre. Je suis ravie de l'opportunité d'échanger sur justement tous ces sujets d'articulation entre le comptable et le prudentiel, qui de facto en fait sont au cœur des activités du service dont j'ai actuellement la charge à la CPR. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du débat, j'aurais aimé revenir un peu en amont sur le postulat. Dans le mail d'invitation de la conférence, donc je cite, il y avait marqué « Le fondement des normes comptables et prudentielles est identique, à savoir fournir une information de qualité au marché et aux superviseurs ». Alors, je pense que comme ça a été un petit peu dit à travers ce que nous a présenté Sylvie Miette, je pense que c'est un postulat qui est peut-être un peu rapide et qui passe à côté des spécificités en fait qui sont propres à chacun des deux référentiels. Et donc, je vous propose effectivement de démarrer par ma perception en fait du rôle de la comptabilité d'une part et du prudentiel d'autre part. Donc, en fait, selon moi, les normes comptables et les règles prudentielles s'inscrivent vraiment dans deux univers distincts. Alors, sans prétendre à des définitions très académiques, là, j'ai essayé de mettre sur la diapo les principaux objectifs de la comptabilité et des règles prudentielles. Et je pense que ça met bien en évidence que les buts poursuivis sont assez sensiblement différents. Donc, c'est vrai que du côté comptable, l'objectif, en fait, c'est vraiment de rendre compte le plus fidèlement possible des activités économiques d'une entreprise, et en l'occurrence, là, on parle donc des institutions financières, et cela notamment afin de pouvoir déterminer les performances de l'exercice et la situation financière donc de l'établissement à un instant donné. De fait, en fait, la comptabilité sert à piloter l'activité. Et en l'état actuel des choses, je dirais, ça sert également c'est orienté vers la maximisation des profits. Du côté prudentiel, le tableau est un peu différent puisque l'objectif principal, en fait, c'est de mesurer la capacité des institutions financières à absorber les pertes et notamment les pertes inattendues, avec à la clé l'objectif de prévenir le risque de défaillance, d'une défaillance soudaine de l'institution financière et plus largement, comme ça a été dit par Sylvie, de garantir la stabilité du système financier dans son ensemble. Donc, je dirais qu'à cela, en fait, s'ajoute aussi le fait que le comptable et le prudentiel ne s'adressent pas prioritairement au même public. Côté compta, en fait, les états financiers sont avant tout destinés aux dirigeants et aux investisseurs donc dans leur prise de décision, alors que du côté prudentiel, il s'agit vraiment d'un outil du superviseur avec, in fine, donc l'idée de servir l'intérêt général et donc de garantir la stabilité financière. Alors, à ces différences, je dirais, d'objectifs, se rattachent également quelques caractéristiques différentes. Donc, j'en ai listé quelques-unes. D'une part, traditionnellement, la comptabilité est plutôt orientée vers le passé, ce que j'ai marqué avec backward looking, c'est-à-dire qu'elle vise à refléter les transactions écoulées, alors que le prudentiel est plutôt orienté vers le futur, puisqu'il s'agit de prévenir, en fait, d'anticiper les risques.
Également, une autre différence importante depuis la mise en place des normes IFRS, on a au niveau comptable une recherche de neutralité qui, là aussi, se démarque finalement de l'approche qui est par construction prudente du côté prudentiel. Et puis, peut-être dernier point, parce que je pense qu'il est important également, qui est l'idée que côté prudentiel, on a une approche qu'on appelle TTC, Through the Cycle, qui vise finalement à rechercher une mesure moyenne de l'évaluation du risque afin d'éviter en fait une trop forte volatilité des ratios prudentiels. Et là, il n'y a pas d'équivalent côté comptable, où du coup on parle plutôt d'une approche point in time, qui vise en fait à avoir une évaluation à un instant donné et qui du coup de facto donne beaucoup plus de poids aux éléments récents. Alors, face à du coup des objectifs très, très distincts, comme on l'a vu, entre le comptable et le prudentiel, ce qu'on peut également observer, c'est des choix de modèles de supervision différents qui ont été faits donc, entre la banque et l'assurance. Bon, un point parmi les nombreuses différences qui caractérisent la supervision des deux secteurs. En effet, côté donc, supervision bancaire, a été fait le choix de construire les exigences prudentielles en partant des agrégats comptables. Ce qui, du coup, et on va y revenir plus largement, a induit une connexion très forte entre le comptable et le prudentiel, ce qui peut-être a pu conduire effectivement à penser que les fondements étaient identiques. Alors que côté supervision des assurances, là, on a, je dirais que le choix a été fait de règles prudentielles qui soient dissociées de l'approche comptable. Alors, les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients, peut-être juste à grands traits. Donc, côté assurance, le fait d'avoir fait justement le choix d'une différenciation entre le comptable et le prudentiel, enfin de ne pas construire le prudentiel sur le comptable, ça conduit à établir deux bilans distincts, ce qui potentiellement est une source de confusion, ce qui est également lourd sur le plan opérationnel, ce qui, sur le plan de la supervision, réduit également l'efficacité du contrôle opéré par les commissaires aux comptes, mais ce qui a également l'avantage peut-être d'avoir moins d'interférences entre le prudentiel et le comptable. Alors du coup, la suite de mon exposé sera plutôt sur l'aspect bancaire. Et donc peut-être pour revenir plus précisément sur le modèle de supervision bancaire, donc comme je le disais, il y a une forte connexion entre le prudentiel et le comptable, ce qui de facto induit en fait des attentes très fortes du superviseur donc face aux normes comptables, avec tout d'abord donc une attente sur la qualité de l'information comptable. Donc le superviseur est très attentif justement à la qualité des normes comptables. Également, du coup, une attente sur la mise en œuvre de ces normes, et on le voit, c'est particulièrement, je dirais, important, et j'y reviendrai par la suite, mais sur la norme IFRS 9. Et puis, par ricochet, également des attentes du superviseur quant à la qualité des travaux des auditeurs. De fait, on suit de très près les normes qui sont édictées, les normes en matière d'audit, et la CPR est membre du collège du H3C. Et je citerai également les différents guides du comité de Bâle et de l'EBA sur les relations en fait entre auditeurs et superviseurs, donc qui visent à vraiment essayer de favoriser des relations constructives entre les deux, et qui ont été donc déclinées au niveau français dans un guide des relations entre commissaires aux comptes et superviseurs. Alors, dans un souci également de cohérence et d'égalité de traitement, je soulignerai également que le régulateur, enfin le superviseur prudentiel, soutient très fortement l'harmonisation des normes au niveau des normes comptables, au niveau international. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Mais alors, donc ça, c'est d'un côté de la balance. De l'autre côté de la balance, comme je le disais, en fait, la connexion, les fortes connexions entre le comptable et le prudentiel pour la supervision bancaire a des répercussions sur les différents acteurs. Donc, tout d'abord, effectivement, sur les banques elles-mêmes. Et je pense que Nicolas Patrigot donc, reviendra plus précisément sur ce sujet-là, puisque du coup, les banques se trouvent confrontées à devoir réconcilier plus ou moins les exigences prudentielles et comptables, réconcilier les attentes entre le superviseur et les auditeurs, afin effectivement d'éviter d'avoir deux mesures pour très souvent une même réalité.
Également, ça a des répercussions sur les utilisateurs des comptes. Et là, je pense qu'Alain Lorrain reviendra également sur ce sujet-là, où on peut avoir des utilisateurs qui vont se retrouver un peu perdus au sein d'une information. Alors déjà, outre la complexité, qu'a bien souligné Sylvie Miette, mais au-delà de ça, effectivement, on a une information entre les états financiers et le pilier 3 voilà, qui peuvent parfois être difficiles à décrypter pour l'utilisateur. Et puis, dernier point, également des incidences donc, sur le travail des auditeurs avec un besoin d'interaction qui est croissant. Et puis, peut-être parfois quelques tensions, on l'a vu effectivement, j'y reviendrai sur le sujet des backstop NPL. Alors, face donc, si on part de ce constat d'une construction des ratios prudentiels sur la base des agrégats comptables, du coup, le régulateur bancaire se trouve confronté à plusieurs approches possibles. Une première approche, qui est la plus simple et la plus largement utilisée, c'est celle d'un alignement finalement pur et simple du traitement prudentiel sur le traitement comptable. Et par défaut, donc c'est le traitement applicable. Mais je pense qu'il est important de souligner qu'effectivement, la question se pose donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme comptable qui est publiée ou qu'il y a un changement comptable significatif, le superviseur s'interroge pour voir dans quelle mesure l'approche comptable est bien en cohérence avec les besoins prudentiels. Donc là, j'ai marqué en exemple la norme IFRS 16 ou la norme IFRS 17, mais je ne m'étendrai pas parce que je crois que Nicolas reviendra dessus. Donc juste pour dire qu'effectivement, il y a bien eu une analyse et qu'in fine, le superviseur a considéré, même s'il y avait des différences sur la perception, l'évaluation du risque, que globalement, on pouvait bien aligner l'approche prudentielle sur le traitement comptable. D'autant que pour, en l'occurrence, la norme IFRS 16 et sans doute aussi pour la norme IFRS 17, mais on a des impacts qui, globalement, alors pas forcément pour toutes les banques, mais pour la majorité des banques, restent très limités. Voilà. Enfin, lié au changement de norme. Alors, autre possibilité, donc si l'approche comptable apparaît non satisfaisante au regard des finalités prudentielles, donc on a le superviseur a la possibilité d'introduire un filtre donc, ou un retraitement, et je détaillerai un petit peu plus cet aspect-là sur la diapo suivante. Et puis une troisième option qui pour l'instant est peu ou pas utilisée parce que effectivement le superviseur, comme ça a déjà été dit, n'a pas de pouvoir comptable. Néanmoins, effectivement, on a sans doute aujourd'hui une tentation, et j'y reviendrai aussi, d'avoir un encadrement prudentiel qui peut être plus ou moins formel de l'approche comptable. Alors peut-être quelques mots, sans faire trop long, donc, sur les filtres et retraitements prudentiels. Donc une grande partie des retraitements sont focalisés sur les fonds propres prudentiels, qui sont évidemment au cœur des exigences prudentielles. Alors là, j'en ai cité, je pense, listé les principaux, donc qui permettent en fait des retraitements qui permettent de passer des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels. Et donc, je les ai regroupés en trois ensembles. Tout d'abord, les ajustements de périmètre de consolidation, et avec notamment le retraitement des activités non bancaires, donc ce qui conduise, donc, comme Sylvie l'a dit, à mettre en équivalence les filiales d'assurance. Un deuxième ensemble qui porte sur le reclassement en fait, des instruments financiers entre les différentes catégories de fonds propres prudentiels. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, depuis la crise de 2008, l'attention est notamment portée sur ce qu'on appelle les CET1, donc les fonds propres de base de catégorie 1, qui sont donc censés être vraiment les plus robustes, les plus solides. Et puis, un troisième ensemble qui porte notamment sur le retraitement des actifs selon des règles de valorisation prudente, donc qui conduisent à considérer certains actifs comme des non-valeurs, ce qui est le cas des écarts d'acquisition, donc du goodwill, et jusqu'à récemment, c'est également le cas des logiciels, ce qui également amène à mettre en place des plafonds pour la reconnaissance de certains actifs, comme c'est le cas par exemple pour les impôts différés actifs, qui sont donc reconnus au niveau prudentiel, mais à la limite, avec la limite d'un plafond.
Et puis, un ensemble également de mécanismes de correction de valeur qui portent notamment sur les instruments financiers. Et là aussi, j'y reviendrai un tout petit peu par la suite. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces différents retraitements sont le fruit en fait d'une construction progressive et qui souvent a été liée à différentes crises auxquelles ont été confrontés les établissements de crédit. Et donc, je vous propose maintenant de passer en revue les crises les plus récentes. Alors, si on démarre donc par la crise financière de 2008, ou la crise des subprimes, on peut dire, je pense qu'elle a constitué un test grandeur nature pour les normes IFRS qui avaient été adoptées donc en Europe en 2005. Et très rapidement, en fait, la crise a mis en exergue des problèmes de valorisation des instruments financiers à la juste valeur, donc ce qui a conduit l'IASB à faire un amendement des normes IAS 39 et IFRS 7. Mais plus largement, je pense que la crise, effectivement, a mis en évidence de nombreuses incertitudes autour de la juste valeur, en l'absence d'un marché suffisamment profond. Et donc, ça a conduit à, je dirais, principalement deux conséquences sur notre sujet, qui est donc l'articulation du comptable et du prudentiel. Donc, d'une part, ça a conduit le régulateur prudentiel à établir certaines règles afin d'introduire un niveau de prudence en fait suffisant dans la valorisation à la juste valeur. Donc, ce qu'on a appelé la prudent valuation. Et donc, vous avez donc désormais, donc depuis 2015-2016, un ajustement, ce qu'on appelle le Additional Value Adjustment, AVA, et qui vient, en fait, donc c'est un retraitement de la juste valeur qui vient du coup en déduction des fonds propres. Et qui est relativement significatif, puisque là, à fin 2020, pour les 3 plus grandes banques françaises, on a quand même des niveaux de retraitement qui s'élèvent à 20-25 points de base des fonds propres, donc du CET1, des fonds propres prudentiels. Une autre conséquence de la crise de 2008 a été également donc, la montée des risques de crédit et donc l'accroissement des pertes à venir. Donc dans le cadre des normes IAS 39, il n'était pas possible de provisionner, et je dis IAS 39, mais c'était vrai également aux États-Unis, il n'était pas possible de provisionner finalement ces pertes à venir dans la mesure où on était dans un référentiel, une approche de provisionnement qui était limitée aux pertes avérées. Et du coup, donc à l'issue de la crise, on a vu donc une demande, maintenant notamment du G20, pour une approche de provisionnement qui soit plus souple et plus proactive et qui permette de répondre notamment à ce qu'on a appelé le too little, too late, donc avec la mise en place d'un provisionnement ex ante, donc y compris en fait prenant en compte le risque de perte attendue. Alors peut-être quelques mots également donc sur la crise des NPL, des non-performing loans, donc qui là aussi a eu des effets sur l'articulation comptable prudentielle. Donc pour mémoire peut-être en quelques chiffres, donc vous vous en souvenez sans doute, en 2013-2014, le stock des NPL des banques européennes donc dépasser le niveau de 1000 milliards d'euros, avec des taux moyens de NPL qui étaient supérieurs à 20% dans 7 pays européens, y compris Italie et Espagne, donc des chiffres assez faramineux. Également, donc à la même époque, ce qu'on a observé, et notamment vous avez des guidelines du comité de Bâle qui ont mis en exergue un enjeu de définition et d'identification des NPL, c'est-à-dire qu'il y avait une multiplicité en fait de notions. Donc là, vous en avez quelques-unes sur le slide, des problems loans, des subperforming loans, enfin voilà, donc ce qui rendait effectivement la compréhension et l'analyse du risque difficile pour les utilisateurs. Alors, tout ça a conduit là aussi à deux conséquences. D'une part, la mise en place d'une nouvelle définition du défaut. Donc, vous avez les publications en 2016 des orientations de l'EBA sur la définition du défaut qui visait donc à harmoniser les approches, et donc qui s'est traduite progressivement avec une entrée en vigueur à compter de janvier 2021.
Et puis, par ailleurs, il y a eu également la publication en juillet 2017 du plan d'action du Conseil de l'Union européenne, donc le plan d'action sur les NPL, hein, sur les non-performing loans, qui donc s'est traduite par un grand nombre de mesures et de préconisations, hein, pour essayer donc d'endiguer le problème des NPL, et notamment avec la mise en place de ce mécanisme donc de backstop NPL. Alors, le tableau là que j'ai mis, hein, essaye de fournir une synthèse sur ce mécanisme. Alors peut-être en quelques mots, peut-être le bandeau du haut montre qu'en fait la mise en œuvre de ce mécanisme se fait de manière progressive, en démarrant donc sur des retraitements au niveau du pilier 2, hein, c'est-à-dire donc c'est les retraitements qui sont à la main du superviseur, et puis progressivement effectivement donc des retraitements qui se feront de manière automatique au niveau du pilier 1, c'est-à-dire directement dans le calcul des ratios prudentiels. Donc l'objectif de ce backstop, en fait, c'est d'ajouter à l'approche comptable un niveau de provisionnement minimal en prudentiel, qui donc vise à être vraiment un filet de sécurité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un encours est entré donc en défaut, en NPL, et on va avoir donc le début d'un décompte, et au bout d'un certain temps, le superviseur considère que l'encours doit être totalement provisionné. Donc c'est ce qu'on voit dans le tableau en orange. Donc typiquement, voilà, par exemple, pour les prêts garantis immobiliers, au-delà de 9 ans, on aura donc une exigence prudentielle de 100%. Et donc là, on voit bien que ça peut créer finalement un frottement avec le comptable, c'est-à-dire si je reprends l'exemple, hein, de mon prêt immobilier, si au bout de 5 ans, au niveau comptable, on a une provision inférieure à 55%, eh bien, on aura un complément de provision au niveau prudentiel. Donc, par rapport à ça, je dirais que les établissements sont confrontés à plusieurs approches possibles. Soit, effectivement, il est possible d'aligner le comptable par rapport à ses attentes prudentielles, mais ce qui veut dire qu'effectivement, il faut que ce soit économiquement justifié. Donc ça, c'est une première approche. Si ce n'est pas possible, d'autres approches sont possibles, comme une cession des crédits, ou sinon, effectivement, un retraitement prudentiel. Alors, j'en arrive peut-être à troisième, donc la dernière crise, hein, la plus récente, celle dans laquelle on est encore aujourd'hui, donc la crise Covid. Donc là aussi, je pense que c'est une crise qui potentiellement aura un impact sur l'articulation entre le comptable et le prudentiel. D'une certaine manière, là aussi, on peut parler d'un test de grandeur nature pour la norme IFRS 9, hein, puisqu'elle est rentrée en vigueur en janvier 2018, donc peu avant le démarrage de la crise Covid. Et donc, ça a été vraiment effectivement un test sur le nouveau type de provisionnement, le provisionnement donc des pertes attendues. Alors, ce que la crise a mis en évidence, c'est finalement la difficulté de déterminer les provisions donc selon le modèle IFRS 9, hein, avec des banques, effectivement, des modèles qui n'ont pas fonctionné. Et ce qui donc a abouti à de fortes disparités dans les pratiques retenues par les banques. Donc à ce titre, peut-être je peux vous renvoyer vers une étude de l'EBA de mai 2021, qui, à mon sens, est très intéressante, hein, qui montre les différences dans les pratiques de provisionnement entre les banques US et les banques européennes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans la mise en œuvre, hein, des modèles, on a notamment 3 types de différences. Tout d'abord, donc des différences qui sont liées à la situation économique, hein, et notamment les différentes mesures de soutien qui ont été prises par les différentes juridictions. Donc, il y a un premier pan de différence entre les banques.
Une deuxième différence qui est celle qui est liée à la composition des portefeuilles. Et par exemple, c'est vrai que pour les banques américaines, on avait un poids très important des cartes de crédit, donc ce qui effectivement a conduit aux banques américaines à devoir provisionner particulièrement du fait de cette composition des portefeuilles. Et puis un troisième élément de différence, parce que bon, les deux premiers évidemment sont justifiés, ça induit des différences de provisionnement qui sont justifiées. En revanche, le troisième élément, c'est les différences qui sont liées au référentiel comptable. Donc, comme vous le savez, le référentiel américain et le référentiel, donc les IFRS 9, donc il y a un certain nombre de différences d'approche sur le provisionnement, mais également un autre élément de différence qui est la mise en œuvre, en fait, la manière dont sont appliquées les normes comptables. Et donc, à cela, je pense qu'on peut aussi ajouter peut-être une autre différence, et qu'on voit bien, à mon sens, à travers le graphique qui est présenté, qui est en fait une différence d'approche de provisionnement à travers le temps. Comme vous le voyez, en fait, sur ce graphique, vous avez donc le coût du risque donc de 4 groupes de banques, donc entre 2006 et 2021. Et ce qu'on voit bien, c'est que d'un côté, on a les banques américaines et les banques anglaises qui ont très, très largement provisionné en période de crise, mais qui, ce mouvement est compensé par un provisionnement à contrario très faible dans les périodes favorables, alors que donc les banques européennes et notamment les banques françaises, on observe un provisionnement qui est beaucoup plus linéaire, en fait, beaucoup plus lissé. Voilà, donc je pense que c'est également un élément de différence d'approche qui est important aussi à avoir en tête. Mais tout ça conduit à finalement introduire un doute pour l'utilisateur et notamment pour le superviseur quant à l'adéquation du montant des provisions avec le niveau de risque encouru. C'est-à-dire le superviseur se demande finalement si le montant de provision est bien justifié. Et en outre, ça pose également un problème de comparabilité entre les banques. Donc, face à ce problème, je dirais, aujourd'hui, effectivement, on sent un peu une tentation du superviseur, ce à quoi faisait peut-être allusion tout à l'heure Sylvie Nette, donc une tentation du superviseur à avoir une approche, en fait, donc prudentielle qui permette de contrôler ce problème et potentiellement, donc, d'introduire un certain nombre d'encadrements, comme vous le savez. Pour ce qui concerne la norme IFRS 9, on est sur une approche principle-based, c'est-à-dire avec des principes, mais pas très prescriptifs. Et donc, il est évidemment tentant d'aller introduire un certain nombre d'exigences ou d'attentes, je dirais, sur la manière de mettre en œuvre la norme IFRS 9. Dans les faits, je pense que le débat aura sans doute lieu dans le cadre de ce qu'on appelle la Post-Implementation Review, c'est-à-dire la revue de la norme IFRS 9 sur la phase 2, donc sur la partie dépréciation, qui aura lieu donc au deuxième semestre 2022. Voilà, et peut-être pour conclure, quelques mots. Donc, si je résume un peu les messages, je dirais donc la réglementation prudentielle bancaire, comme je le disais, est construite sur la base des informations comptables, ce qui, d'une part, introduit un intérêt légitime du superviseur à des normes comptables de qualité, mais ce qui, au-delà, induit aussi un certain nombre d'interactions, finalement, entre le comptable et le prudentiel. Donc, les dernières crises, les crises récentes ont conduit effectivement à plusieurs évolutions, que ce soit tant côté comptable que côté prudentiel, ce qui ont conduit à multiplier en fait les interactions entre les deux domaines, les deux référentiels, et avec potentiellement effectivement quelques difficultés donc pour les établissements et pour les commissaires aux comptes à concilier l'application donc des deux référentiels, et par ailleurs également peut-être un peu de confusion pour les utilisateurs avec donc des modèles internes prudentiels et des modèles IFRS 9 qui partagent finalement beaucoup de points communs mais aussi beaucoup de différences. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Sans forcément prétendre à prévoir quelle sera la prochaine crise, je pense qu'on voit déjà aujourd'hui se profiler la forte montée en puissance des risques ESG.
qui va constituer un défi donc tant pour le prudentiel que pour le comptable. Et ce qu'on voit, il me semble, c'est aujourd'hui déjà se profiler des réponses potentiellement assez différentes de part et d'autre, avec côté prudentiel, un rôle croissant des outils de stress test qui permettent d'avoir des horizons beaucoup plus longs. Et côté comptable, là, l'approche semble plutôt s'orienter vers la mise en place des états de durabilité, c'est-à-dire de nouveaux états en fait qui potentiellement sont amenés à prendre une place comparable à celle des états financiers. Voilà, donc je pense qu'en soi, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, mais dont je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Oui, merci Sylvie, effectivement, c'est un sujet que l'AEFR pourra traiter dans les prochains mois. Donc merci pour ce cadrage sur les normes comptables et les règles prudentielles et leur articulation. Et donc c'est Nicolas Patrigot du groupe BPCE qui va évoquer maintenant des cas d'usage dans le secteur bancaire. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je vais partager mes slides. Alors, je partage mon écran. 2 secondes. Non. Une seconde. Là. Parfait. Vous voyez les slides là? Très bien, très bien. Très bien, parfait. Merci. Oui, donc pour poursuivre donc après l'intervention de Sylvie, je voulais simplement présenter quelques cas donc de l'influence réciproque entre les normes comptables et prudentielles, donc du point de vue d'un établissement bancaire. Alors, je vais rappeler ce qui a déjà été indiqué par de Sylvie, mais donc sous l'angle plus des préparateurs des comptes et des entités supervisées. Donc, effectivement, le point clé, c'est que le prudentiel se fonde sur le comptable. Donc, le comptable commande le prudentiel, un petit peu comme c'est un peu la même approche que l'on a également que l'on retrouve en fiscalité. Oui, en fiscalité, tout ce qui est comptabilisé, s'il n'y a pas des règles fiscales spécifiques, impacte le résultat fiscal. Et bien de la même manière, pour le prudentiel, tout ce qui est comptabilisé, sauf s'il y a des retraits. Nicolas, vos slides ont sauté. Hein. Là, on voit. Oui, je pense qu'il faut peut-être refaire un je vais couper mon 2 secondes là. Je vais juste. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de problème. Alors, attendez. Voilà, on est revenu dessus. Si vous pouvez vous mettre en mode panorama. Voilà. Très bien. Donc voilà, ce que je disais, c'est que effectivement, il y a cette connexion très forte et que finalement, tout impact comptable sur le résultat ou sur les capitaux propres comptables impacte directement les fonds propres prudentiels et donc le ratio de solvabilité et de levier, sauf bien sûr s'il y a des filtres ou des retraitements prudentiels prévus par la réglementation. Donc ça, c'est vraiment le point clé et c'est pour cela d'ailleurs que l'on observe que dans les banques, maintenant la plupart des équipes qui travaillent sur le prudentiel, en tout cas dans les directions financières, travaillent à la fois sur les normes comptables et prudentielles pour faire ce lien puisque le cadre global est posé par la compta, le cadre prudentiel global est défini par la compta. Il faut savoir que cette connexion, qui est très forte en bancaire, ce n'est pas la seule solution. Il y a eu beaucoup de débats, notamment au niveau de l'IAS Board, qui a longtemps regretté cette connexion très forte parce qu'il disait finalement, on a toujours les superviseurs bancaires qui viennent nous dire ce qu'il faut faire. Et ce n'est plus trop la doctrine actuelle, mais si on se reporte une quinzaine d'années avant, les normalisateurs comptables se disaient finalement les banquiers les superviseurs bancaires devraient faire un cadre complètement déconnecté du cadre comptable, puisque comme l'ont rappelé les deux, enfin Sylvie Miette et Sylvie Marchal, les objectifs sont clairement différents entre ces deux cadres, puisque la comptabilité
comme Camilla Smith dit, c'est de donner une image fidèle de la situation financière, alors que le prudentiel, on est dans une logique de stabilité financière. Donc, deux objectifs différents qui font qu'il y a une tension. Donc, il y a cette connexion, on est très connecté, mais en même temps, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une tension entre ces deux éléments qu'il faut analyser. Autre point à voir, c'est que avec les différentes, depuis BAL 1, on a eu BAL 2, et avec BAL 2, je pense qu'on s'est un peu éloigné de la comptabilité, hein, puisque BAL 1, c'était vraiment quelque chose d'assez simple finalement et très connecté à la compta. BAL 2, on a voulu mettre en place beaucoup plus de modélisation et de modèles, et donc finalement s'éloigner, se déconnecter un peu du cadre comptable. Et on a vu avec BAL 3, et maintenant ce qu'on appelle soit l'affination de BAL 3, soit BAL 4, donc, un retour finalement du comptable et la mise en place d'une série de filets de sécurité qui font que en fait, le référentiel prudentiel est encore plus connecté au comptable. Avec BAL 3, on a mis en place un ratio de levier qui est finalement un ratio insensible aux actifs pondérés en risque, donc fondé beaucoup plus sur les éléments comptables. On a parlé de ces backstops sur les actifs douteux, les actifs non performants, qui font que on a des dépréciations qui sont également assez déconnectées des risques. On voit également avec CRR3 la mise en place de planchers pour les modèles internes notamment, qui font que on revient vers une vision finalement, cette connexion elle est finalement assez renforcée. Donc voilà pour présenter le cadre, une forte connexion, une comptabilité qui commande le prudentiel, sauf des filtres et des retraitements. Alors, quelques exemples que l'on voulait détailler. C'est vrai que chaque changement de norme comptable modifie les ratios prudentiels bancaires. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme comptable, eh bien, les superviseurs bancaires, les régulateurs bancaires sont très attentifs à ces nouvelles normes, ils sont très impliqués sur ces sujets. Et de la même manière, les banques sont aussi très attentifs à ces normes comptables pour la traduction fidèle de leur performance financière, mais aussi parce que ces normes ont un impact sur leurs fonds propres. Et donc là, j'avais pris quelques exemples. Hein. IFRS 16, un projet qui est en cours qui s'appelle Dynamic Risk Management, qui est sur la macro-couverture des banques, qui est un sujet très important pour les banques. Et aussi, j'aborderai le sujet d'IFRS 17. Ce que l'on voit par exemple avec IFRS 16, donc c'est les contrats de location, la norme relative au contrat de location. Quand on est locataire, donc finalement on se dit pour les banques, locataire, ça ne doit pas être quelque chose de très, très significatif, parce que en fait les banques, elles louent leurs agences, elles peuvent louer leurs sièges et leurs bâtiments administratifs, elles louent quelques serveurs informatiques en général, mais ça ne va pas représenter des montants très significatifs. Néanmoins, avec IFRS 16, finalement, les contrats de location, cette norme, finalement, a augmenté la taille de bilan des banques, puisque les banques devaient reconnaître des droits d'utilisation. C'est dès lors que je suis dans un contrat de location, je dois valoriser le droit que j'ai, qui est finalement l'actualisation des loyers futurs sur la durée attendue du bail. Donc, ça a augmenté le bilan des banques, mais de quelques milliards d'euros. Par exemple, chez les PCE, pour un bilan de 1200 milliards, on part d'une augmentation de 4 ou 5 milliards d'euros, donc ça reste très modéré. Mais néanmoins, toute augmentation du bilan, même si ça n'a pas d'impact sur ni les capitaux propres, ni le résultat, hein, lors de la comptabilisation initiale, en fait, en général, ce que l'on a fait, c'est qu'on a constaté à l'actif une réutilisation et une dette qui sont finalement la dette de loyer futur au passif, donc pas véritablement d'impact, sauf quelques petits impacts marginaux, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais pas véritablement d'impact sur les fonds propres, mais néanmoins un impact sur le ratio, parce que toute augmentation de la taille du bilan, eh bien, ce sont des actifs pondérés en risque en plus. Et donc, dans notre ratio de solvabilité, qui fait le rapport entre les fonds propres et les actifs pondérés en risque, ça fait qu'on a une dégradation de nos ratios sans que notre réalité économique soit véritablement changée. Et d'ailleurs, à la faveur de cette norme, il y a eu pas mal de débats.
simplement parce que, pour savoir si c'était des immobilisations incorporelles qui étaient déduites des fonds propres ou des immobilisations corporelles pondérées à 100%. Donc heureusement, finalement, on a choisi le cas d'une immobilisation corporelle pondérée à 100%, parce qu'effectivement, si on avait dit que ces droits d'utilisation étaient des immobilisations incorporelle, je corrigerai les slides, j'ai mis corporelle, pardon, dans le slide, mais incorporelle déduite des fonds propres. Là, vous voyez, si on a 5 milliards déduits des fonds propres, sur des fonds propres peut-être de 70 milliards, je prends l'exemple de BPCE, là, pour le coup, ça a beaucoup plus d'impact que d'augmenter simplement les actifs pondérés en risque de 5 milliards. Donc, c'était simplement pour montrer que voilà, quand on change la manière de représenter comptablement les sujets, eh bien, ça a un impact sur les fonds propres ou ça a un impact sur les ratios prudentiels immédiatement, sauf filtre. Et là, il n'y a pas eu de filtre véritablement. Donc, en fait, les banques ont vu leurs ratios se dégrader alors que la situation financière n'a pas vraiment évolué. Actuellement, il y a un projet qui est encore en discussion à l'IS Board, donc c'est un projet qui n'est pas encore abouti et qui dure depuis plusieurs années, qui est le projet Dynamic Risk Management, qui relève de la comptabilisation des dérivés de macro-couverture. Donc, pour les banques françaises, c'est quelque chose de particulièrement important, puisque les banques françaises, comme vous le savez, prêtent à leur clientèle de taille à taux fixe, donc elles centralisent sur leur bilan des actifs à taux fixe et elles gèrent le risque de taux. Donc, une banque française va avoir beaucoup plus de dérivés de macro-couverture qu'une banque espagnole, où finalement en Espagne, je prends l'Espagne ou l'Angleterre, le risque de taux est porté par le client final qui a emprunté à taux variable. Et donc, c'est le client final qui subit les variations de taux d'intérêt. Alors qu'en France, comme vous le savez, le client final est protégé et c'est la banque qui doit gérer ce risque de taux. Et donc, c'est pour ça qu'elle met en place ces dérivés de macro-couverture. Et aujourd'hui, ces dérivés sont valorisés en bilan selon une méthode qu'on appelle le fair value hedge. Ça veut dire qu'on valorise le dérivé à la juste valeur et on va réévaluer les prêts couverts pour compenser la variation de valeur des dérivés. Donc finalement, tant que les dérivés sont efficaces, ça n'a pas d'impact ni sur les capitaux propres, ni sur le résultat. Demain, actuellement, le projet, puisque c'est un projet et les banques en fait sont assez mobilisées auprès de l'IS Board pour que ça change, mais en fait la comptabilisation des dérivés de macro-couverture impacterait les capitaux propres. Ça veut dire que, par exemple, si je prends l'exemple de BPCE, on va avoir à peu près des dérivés de macro-couverture qui font peut-être 15 milliards d'euros. Et vous voyez, en fonction des taux d'intérêt, c'est essentiellement des swaps de taux, emprunteurs ou prêteurs taux fixes, et en fonction des taux d'intérêt, ces 15 milliards, ils peuvent varier de 2 à 3 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, en fait, ces 2 à 3 milliards, ils sont compensés par la révélation des prêts sous-jacents. Donc, ça n'a pas d'impact sur nos capitaux propres et nos fonds propres. Et ce que je dis pour BCE, évidemment, est vrai pour toutes les banques françaises. Demain, en fait, les variations de ces dérivés, qui sont, comme je vous le dis, de 2 à 3 milliards par an, ils iraient dans nos capitaux propres comptables. Donc, vous voyez, ça introduirait une très forte volatilité parce que 2 à 3 milliards sur des capitaux propres, là, pour le coup, ça impacte beaucoup plus les éléments. Et s'il n'y a pas de filtre prudentiel sur cela, ça serait véritablement un problème parce que ça introduirait une volatilité qui ne serait pas justifiée, puisque là, on n'est pas sur des dérivés de trading, mais sur des dérivés de couverture qui viennent couvrir un risque. Donc, s'il y a un gain de 3 milliards sur les dérivés, c'est que globalement, il y a une perte sur les éléments couverts latentes de 3 milliards. Il n'y a pas de raison de les reconnaître, ces éléments en capitaux propres. Donc, simplement là aussi pour vous montrer combien ce lien avec entre la comptable et le prudentiel est important et doit traiter l'ensemble des sujets, l'ensemble des approches. Autre point également, IFRS 17, donc la norme la norme relative au contrat d'assurance et comme vous le savez, les grands groupes bancaires français sont tous des banques assureurs. Ça veut dire que les principales banques françaises ont des activités d'assurance significatives et ça fait partie du modèle économique de banque universelle des banques françaises. Donc, nous avons des filiales d'assurance. Et en général, ces filiales sont détenues à 100%. Donc, dans la consolidation statutaire, pour les comptes publiés, ces filiales sont consolidées par intégration globale dans les comptes. Mais il faut savoir que là, il y a un retraitement prudentiellement pour les calculs des ratios bancaires, comme l'activité d'assurance est évidemment hors de l'activité bancaire.
le superviseur nous demande de mettre en équivalence ces filiales d'assurance. Mais ce qui dit mise en équivalence dit que globalement, la situation nette comptable de l'assurance, dès lors que toute variation de la situation nette comptable de l'assurance impacte nos capitaux propres ou nos résultats. Donc voilà, ça c'est via le. Donc, bien que la filiale d'assurance soit mise en équivalence, toute variation de situation nette impacte ces éléments-là. Et on voit qu'avec la norme IFRS 17, la norme IFRS 17 va aboutir à impacter la valeur de nos compagnies d'assurance, la valeur comptable, hein, bien sûr, parce que finalement, si je résume un peu de manière vraiment dans l'élément macro, c'est qu'avec IFRS 17, les marges sur les contrats d'assurance vont être reconnus plus tardivement en résultats et en capitaux propres. Donc, donc, ça veut dire que ces marges vont être différées, et elles vont être différées dans des comptes de marge qu'on appelle marge de service contractuel, qui sont définis comme étant des dettes, comme étant un passif. Hein. Donc, une marge latente que l'on va reconnaître sur la durée de vie du contrat. Eh bien, de ce simple fait-là, de changement de normes comptables, eh bien, on va avoir une diminution de nos situations nettes et donc une diminution de nos capitaux propres comptables et donc de nos capitaux propres prudentiels, puisque à ce jour, même si les banques l'ont demandé, mais pour l'instant on n'a pas été entendu, il n'y a pas eu de filtre prudentiel pour rétablir un peu cette situation. Et par exemple, je prends juste un exemple qui est assez parlant, c'est que notamment les banques françaises ont beaucoup évidemment de contrats d'assurance vie en euros, et les sommes placées par les assurés sur ces contrats sont investies dans l'actif général de l'assureur. Et normalement, cet actif général, qui est essentiellement composé d'actifs obligataires, dès lors qu'il y a des gains latents, l'essentiel des gains reviennent à l'assuré via les clauses de participation qui existent sur ces contrats, mais le gain latent net de la participation au bénéfice, ils sont aujourd'hui, sous IFRS 4, qui est la norme actuelle, reconnus dans nos capitaux propres comptables. Demain, avec IFRS 17, en fait, ce gain latent sera reconnu dans ce qu'on appelle la marge de service contractuel, qui sera une dette. Donc, voyons, simplement, le normalisateur comptable a décidé que ces gains latents, ça serait plus des capitaux propres, mais de la dette, et simplement du fait de ce changement de définition, eh bien, on va perdre des capitaux propres comptables et donc prudentiels, alors même que si je regarde Solvabilité 2, ces gains, ils sont bien pris en compte, et plus généralement la marge de service contractuel, hein, enfin l'équivalent en tout cas, en Solvable 2, la marge de service contractuel sont prises en compte dans les fonds propres de l'assureur. Donc, parce qu'en fait, avec Solva 2, contrairement à la banque, ils ont beaucoup plus déconnecté le cadre prudentiel du cadre comptable. Donc, vous voyez un petit peu ces tensions et ces impacts vraiment directs. De la même manière, et j'en terminerai sur ce point-là, il y a, donc là, on a vu l'influence des normes comptables sur le prudentiel et que chaque changement de normes comptables impacte le prudentiel. De la même manière, le superviseur, eh bien, comme l'a indiqué Sylvie Marchal, porte une grande attention à la qualité des comptes et des travaux des auditeurs, mais pas seulement, donne quand même, influence finalement la manière dont les normes comptables sont appliquées. Et il y a eu un travail conjoint finalement entre le comité de Bâle et l'IAS Board lors de la mise en place de la norme IFRS 9, particulièrement sur la phase 2 d'IFRS 9 qui touche les dépréciations, où le comité de Bâle a été très impliqué, des lignes directrices conjointes finalement ont été écrites, donc on voit une assez forte influence du superviseur bancaire. Et là aussi, vous voyez, les angles ne sont pas totalement les mêmes, hein, puisque le superviseur, lui, il a une approche plus prudente, il a une approche de s'assurer que les banques ont suffisamment de fonds propres et de la stabilité financière, alors que le comptable, lui, l'objectif, c'est de donner une image fidèle aux utilisateurs financiers de la situation économique en tant que telle. Donc,
c'est pas totalement le même angle, mais il y a eu cette forte influence. Dans le cadre de la crise Covid, il y a aussi une influence paradoxalement, là, parce que vous savez, dans le cadre des dépréciations, on doit également avoir des scénarios qu'on appelle prospectifs, donc forward-looking pour le calcul des dépréciations, donc prendre en compte la situation économique telle qu'elle est par rapport à nos scénarios d'évolution du cadre macroéconomique. Et là, pour le coup, la BCE et les superviseurs ont donné des indications sur les scénarios macroéconomiques à retenir qui ont influencé les scénarios retenus finalement par les banques. Il n'y avait pas d'application forcément directe, mais il y a une influence assez forte sur le sujet. Autre élément où on voit l'influence des superviseurs, c'est via ce qu'on appelle les revues de qualité des actifs, les Assets Quality Review, c'est-à-dire que quand le SSM, donc le mécanisme de supervision unique de la BCE, a été mis en œuvre en 2014, eh bien, le superviseur bancaire a commencé par regarder la qualité des actifs, et une bonne partie de la première étape de ces Asset Quality Review, c'est véritablement de la revue de la qualité des politiques comptables et de la mise en œuvre des politiques comptables de l'établissement. Donc on voit que le superviseur s'attache au fondement, au socle même du pilotage de la banque, qui est le cadre comptable. Et dans ce cadre de cette quality review, il y a des guides de quality review, et là-dedans, dans ces guides, il y a certaines règles, par exemple sur des sujets dont on n'a pas parlé encore, mais qui sont par exemple les déterminations des niveaux de juste valeur. Et pour la détermination des niveaux de juste valeur qui sont importants, puisque vous savez qu'on faisait des actifs à juste valeur, vous devez les classer, les classifier selon qu'ils sont des actifs très liquides de niveau 1, ou utiliser sur des modèles reconnus niveau 2, ou avec des données de marché inobservables niveau 3. Et si vous êtes en niveau 3, vous avez des actifs complexes et vous êtes considéré comme une banque étant plus dangereuse, portant un risque systémique plus important que vous avez des actifs de niveau 1. Donc c'est très important de pouvoir classifier les actifs à la juste valeur selon ces différentes catégories. Et par exemple, dans le guide Asset Quality Review, il y a des règles pour dire voilà quel est un actif de niveau 3, alors même que ces règles n'existent pas vraiment dans la norme IFRS 13 sur la détermination de la juste valeur, et souvent, même si ce sont des règles internes à la BCE, elles sont parfois opposées aux établissements. Donc on voit qu'il y a un petit peu une réglementation implicite qui est faite via ces éléments de ligne directrice, dira-t-on. De la même manière, sur un autre point très important, c'est l'appréciation de la dégradation significative du risque de crédit. Avec IFRS 9, on doit comptabiliser les dépréciations dès l'origination du crédit, et dès lors qu'une dépréciation, une perte attendue à 1 an, et dès lors qu'il y a une augmentation significative du risque de crédit, eh bien on passe à une perte attendue à maturité. Et là aussi, le superviseur bancaire, européen en tout cas, a écrit aux banques, mais il n'a pas de mandat en tant que tel, mais c'est plus des considérations de sa part pour indiquer que dès lors que la probabilité de défaut augmente initiale est multipliée par 3, il considère que les banques devraient passer d'une perte à 1 an à une perte à maturité. Et donc là aussi, c'est fixer une règle, finalement, un filet de sécurité qui n'existe pas véritablement dans la normalisation comptable, et qui, pour certains actifs de très bonne qualité, par exemple, n'est pas forcément totalement approprié. Mais bon, voilà, donc on voit cette influence et cet intérêt très aigu du superviseur pour la compta, la qualité, et également une intervention sur un certain nombre de sujets sans qu'il y ait de mandat explicitement reconnu pour faire de la normalisation comptable pour le superviseur aujourd'hui. Et j'en terminerai également, notre exemple, on a déjà parlé, mais c'est les backstop NPE, où effectivement on a mis en place finalement des planchers de dépréciation prudentielle comptable, donc on ne doit pas les mettre en compta. Néanmoins, il y a une certaine incitation des établissements, et c'est effectivement complètement déconnecté du risque réel, puisque c'est en fonction de la durée de l'encours en douteux, indépendamment de
de l'appréciation économique du risque sous-jacent. Mais pour les établissements, ça peut les inciter déjà à comptabiliser davantage de dépréciation, même si voilà, il faut toujours normalement, dans ça il y a un tiraillement entre, parce que déjà dès lors qu'on comptabilise des dépréciations, on peut activer des impôts différés, donc finalement ça coûte parfois moins cher de comptabiliser des dépréciations prudentiellement, puisque la dépréciation sera nette d'impôts différés, alors que si on la déduit les éléments du backstop sans avoir comptabilisé la dépréciation, ça sera brut. Voilà, donc c'est aussi un impact on montre les influences de ces éléments entre la compta et le prudentiel, donc influence réciproque. Et pour conclure sur ces points, on voit que donc il y a ce socle comptable, mais il y a ces deux objectifs différents. Donc pour plus de clarté, pour une clarté, des objectifs qui sont tout à fait légitimes l'un comme l'autre. En fait, ce que l'on observe, ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a des retraitements qui sont clairement identifiés. Par exemple, pour la juste valeur, il y a une valorisation prudente qui a été mise en place par le superviseur, mais cette valorisation prudente, eh bien, elle est clairement identifiée, c'est un retraitement prudentiel. Donc, dès lors que en fait, le superviseur fait usage de son pouvoir, le régulateur bancaire fait usage de son pouvoir et dit, voilà, moi, je fais un retraitement, au moins les choses sont claires. Il y a une juste valeur pour donner une image fidèle, et puis il y a une juste valeur prudente pour la calcul des fonds propres parce que les objectifs sont différents. Donc finalement, là où ça fonctionne bien, où il n'y a pas trop de tension, c'est quand les choses sont claires et que on a la compta qui donne l'image fidèle. Et puis si le superviseur considère que c'est pas suffisamment prudent, il fait un retraitement. En revanche, là où il y a des tensions, c'est quand finalement on essaie d'avoir des influences sur la compta sans que ça soit clairement un retraitement prudentiel. Et là, effectivement, les choses sont plus compliquées parce qu'on est dans une zone un peu grise où le rôle de chacun n'est pas totalement identifié. Donc voilà sur ces quelques exemples que je voulais vous donner. Merci Nicolas pour ces exemples d'impact sur les normes sur les comptes d'un banque assureur. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue et l'éclairage d'un groupe à la fois qui intervient à la fois dans la banque et dans l'assurance, et que ces normes ont un impact sur vos comptes avec quelques exemples concrets. Je retiens un point positif sur BAL 3, parce que vous avez évoqué peut-être une reconnexion sur le cadre, sur le référentiel comptable, en s'éloignant un peu des modèles mis en avant